Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors c'est un podcast qui rassemble des gens d'horizons différents, mais aussi parfois des gens qui ont le même horizon. Et aujourd'hui, j'ai avec moi 3 passionnés qui partagent une passion commune, celle de la montagne. Et on est aujourd'hui ici à Grenoble et autour de nous, il y a des montagnes magnifiques. Ce sont les CRS Montagnes qui nous accueillent aujourd'hui pour parler du secours en montagne. Bonjour Damien et merci de nous recevoir. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous décrire notre bel environnement et les montagnes qui nous entourent ? On est à Grenoble, on est au cœur de 3 massifs, entre 3 massifs, la Chartreuse, Belledonne et le Vercors. Alors est-ce qu'il y a une de ces montagnes que tu préfères parmi toutes ? J'habite du côté du Vercors, donc un petit peu plus, voilà, une petite préférence. Pour moi qui suis un peu parisienne, les montagnes c'est surtout un lieu de vacances, un lieu de randonnée, un lieu de ski. Mais toi c'est ton lieu de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que donc, tu es CRS, donc tu es policier avant tout, comment on en arrive à travailler en CRS montagne? Pour moi, ça a été un choix avant de rentrer dans la police en fait. Je pratiquais la montagne en tant qu'amateur et professionnel parce que j'ai passé le diplôme de guide de haute montagne et j'ai eu envie d'aller faire du secours. Tu es guide de haute montagne ? Oui. Waouh. Je suis rentré dans la police avec l'idée d'aller au secours en montagne et à l'issue de l'école de police, j'ai pu rejoindre directement les CRS montagne. Il y a une filière courte quand on sort jeune gardien de la paix pour rejoindre tout de suite cette unité d'élite. Comment ça se passe ? Uniquement pour les gens qui sont aspirants guides ou guides de haute montagne. D'accord. On peut effectivement rejoindre directement le secours, soit au centre de formation à Chamonix, soit sur une unité. Moi, ça a été dans les Alpes-Maritimes au départ, pendant 4 ans. Et puis après, j'ai rejoint Grenoble, ma ville de naissance, depuis une dizaine d'années. Je mens pas, on est vraiment chez les CRS Montagne. On vient d'entendre effectivement un appel radio pour les secours. Tu n'es pas tout seul ici. On a invité un gendarme et un sapeur-pompier qui travaillent aussi en secours en montagne ou qui travaillaient en ce qui concerne Franck, parce que Franck, tu es jeune retraité de la gendarmerie et toi aussi, ta passion et ton métier, ça a été le secours en montagne. Donc effectivement, je m'appelle Franck Junot, j'ai été gendarme pendant 22 ans, dont 20 ans dans le secours en montagne. Donc moi, je suis un pur fruit du service militaire, c'est-à-dire qu'avant mon service militaire, je connaissais pas le secours en montagne. Je l'ai découvert pendant ces 2 années-là. Et puis ensuite, j'ai consacré tout mon temps et mon énergie pour pouvoir m'entraîner dur pour accéder aux tests afin de rentrer en PGHM. Parce que les tests sont très difficiles. Tu étais un grand sportif ou tu es encore un grand sportif ? J'étais à la base coureur à pied, donc j'avais déjà un potentiel foncier. Mais après, j'ai dû travailler à la fois le ski, l'escalade et la montagne parce que j'étais pas montagnard à la base. D'accord. Et alors, tu as exercé où ? J'ai fait mon service militaire à Jauziers, dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis ensuite, je suis rentré en école de gendarmerie. J'ai passé 2 ans dans les Vosges en escadron de gendarmerie mobile. La particularité à l'époque, c'est certaines stations des Vosges n'avaient pas de pisteur secouriste, donc c'est les gendarmes qui faisaient le secours sur piste. Et puis pendant ces 2 années d'escadron, j'ai préparé les tests pour rentrer en PGHM et j'ai fait les stages montagne en parallèle. Et puis en 1996, je suis rentré au PGHM de Chamonix, donc j'ai commencé à Chamonix réellement le secours. Et alors la 3e personne qui nous accompagne, tu t'appelles Alexandre Ravel. Ravel, c'est un nom au savoyard, je me trompe pas ? Alors peut-être, mais c'est pas de mon fait. Moi, mon parcours, il est un peu différent en fait. Alors je suis né au Canada déjà, je suis arrivé à 8 ans en Haute-Savoie, et puis j'ai rapidement pratiqué la montagne avec mes oncles, etc. J'étais plutôt grimpeur, moi, et je suis devenu pompier en cherchant quelque chose d'un peu organisé, militaire. Donc je me suis tourné vers la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ah oui, tu as été dans cette unité d'élite de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Pendant 5 ans. Ah waouh, super. Voilà. À l'issue, j'ai réussi à revenir en tant que fonctionnaire territorial pour être pompier en Haute-Savoie, donc un peu pour revenir aux origines, là où je me plaisais dans les montagnes. Et j'ai découvert, comme beaucoup de gens, que les pompiers faisaient du secours en montagne, alors que moi-même, je l'ignorais à cette époque-là. Donc un peu comme Franck, j'ai passé les tests de sélection. Une grande partie de mon temps était dévolue à la base au service incendie, en alternance avec la montagne. Puis j'ai intégré l'équipe pour faire des gardes héliportés, alors particularité de la Haute-Savoie encore, en mixité avec les gendarmes du peloton de gendarmerie de la Haute-Savoie, puisque pour toutes les missions secours en montagne sur le département, nous sommes un gendarme et un pompier dans la machine à délivrer les secours. Et puis aujourd'hui, la roue a un peu tourné. Je suis devenu officier en 2013. J'ai un peu pris d'écart. Du galon, je vois qu'il y a pas mal de
de capitaine aujourd'hui, voilà, bravo. pour être nommé par le directeur responsable du groupe Montagne Sapeurs-Pompiers il y a quelques mois et prendre la suite d'un de mes collègues qui est parti vers de nouveaux horizons. Bon, alors comment ça marche les secours en montagne? Parce que vous êtes 3 autour de la table. Ça veut dire que vous vous relayez chacune des 3 forces pour prendre ce secours en montagne. Damien, est-ce que tu peux me dire ici à Grenoble d'ailleurs comment ça fonctionne? Sur le département de l'Isère, et donc sur l'Isère, comme je pense après les 3/4 des départements alpins et pyrénéens, c'est une alternance police-gendarmerie une semaine sur 2. Donc du lundi matin 8h au lundi suivant, c'est soit la police, les CRS qui sont responsables du secours, soit la semaine d'après la gendarmerie avec les PGHM. Voilà, cas particularité, après sinon c'est plus la Haute-Savoie. C'est chaque préfet, c'est ça, qui organise à sa manière dans son département les choses, en fonction aussi des forces en présence, pompiers, gendarmes, policiers. Exactement. Et puis ça s'est fait aussi historiquement, petit à petit, organisé. Maintenant, il n'y a plus trop d'évolution. Les choses commencent à être un peu organisées, même si de l'extérieur, elles peuvent être assez compliquées à comprendre. Non, c'est pas compliqué, c'est juste on se dit, en fait, si on est blessé grave, on a un secouriste qui vient, on ne sait pas s'il sera en rouge, en bleu clair, en bleu foncé, mais peu importe, si on a besoin, on sait que quelqu'un va arriver. Ça sera la surprise. Et d'ailleurs, les moyens qui sont mis à vos dispositions, je pense aux hélicoptères, c'est pareil. C'est des moyens d'État également, donc c'est soit les hélicoptères des détachements aériens de la gendarmerie, soit les hélicoptères de la sécurité civile. Ça dépend des départements, il y a une répartition territoriale sur toute la France et puis en particulier pour ce qui nous intéresse pour les Alpes. Et donc, en fonction des départements, on a soit des hélicoptères sécurité civile comme en Isère, où on en a un toute l'année, puis 2 en saison, soit des hélicoptères de la gendarmerie pour, par exemple, les Hautes-Alpes, la Savoie. La Haute-Savoie, ils ont les 2, ils sont bien gâtés. Et puis après, on peut avoir des cas particuliers comme en Savoie ou sur les périodes hivernales, où on a une très forte activité avec les stations. C'est des hélicoptères privés qui sont mis à disposition de l'État. Et alors, est-ce que vous avez déjà travaillé avec chacune des autres forces ou finalement vous vous relayez, vous prenez des tours de garde en continu les uns les autres? Ou est-ce que des fois, il y a des interventions où vous vous retrouvez tous ensemble? En fonction des départements, il y a si on prend l'exemple de l'Isère ou des Hautes-Alpes, moi j'ai été au PGHM à Briançon, où il y a une alternance effectivement gendarmes et CRS. Et du coup, ça arrive par moments où on va travailler ensemble sur certaines recherches ou certaines opérations de secours qui sont complexes. Après, si on prend l'exemple de la Haute-Savoie, donc comme ça a été dit précédemment, une petite particularité sur la Haute-Savoie, c'est qu'à Chamonix, sur le massif du Mont-Blanc et des Aiguilles Rouges, c'est le PGHM qui fait le secours. Et sur le reste du département, il y a une alternance entre pompiers et gendarmes. Donc du coup, effectivement, moi j'ai eu la chance de travailler également avec les pompiers en mixité, ce qui permet de mélanger les compétences et les connaissances. Alors comment vous êtes formés, justement, chacune des forces? Est-ce que vous avez des formations communes ou quelles sont un peu vos spécialités? Je crois que pour les CRS montagne, la formation, elle est assez longue, assez difficile. Oui, alors elle est assez similaire pour ce que je connais avec la gendarmerie. Hein. On a un centre de formation qui est à Chamonix, le SNAS, des CRS. Au Bosson. On a une formation, alors si on prend l'intégralité, je crois que c'est plus de 50 semaines de formation pour arriver au niveau de chef d'opération de secours. Après, ça se fait pas tout d'un coup. Hein. On a une première formation initiale qui est importante, où les gens apprennent à évoluer dans le milieu montagne, dans tous les différents terrains qu'on peut rencontrer. Donc c'est la base, ça va être l'escalade, l'alpinisme. Et puis après, il y a le canyoning, la spéléologie. Voilà, tous ces différents milieux. On apprend toutes les spécialités. Il faut être très bon partout. Faut être en fait polyvalent. Moyen plus partout. Polyvalent, à l'aise dans tous les milieux. Être capable d'évoluer dans tous les milieux montagne, qu'il y ait de la neige, que ce soit sur les skis, s'il faut grimper, s'il faut faire de l'alpinisme. Pour des gens qui pratiquent l'activité de manière assidue, c'est pas des niveaux qui sont hyper élevés. Mais par contre, il faut être à l'aise dans tous les milieux, bien sûr avec une condition physique qui va avec. Puis après, il y a toute la partie secourisme, les manips de secours, être capable de sortir une victime de n'importe quel endroit, que ça soit, parce que pour la plupart du temps, c'est un hélicoptère, c'est relativement aisé, on va dire. Soit une grotte, une crevasse. Voilà, mais ça peut être dans une crevasse, effectivement, d'une falaise. Il peut faire mauvais, l'hélicoptère ne peut pas voler. Il faut qu'on soit en capacité de redescendre la victime de n'importe où par nos propres moyens. Voilà. Toi, Franck, durant ta longue carrière, est-ce que tu as comptabilisé le nombre de semaines de formation dont tu as bénéficié? La question est dure parce qu'il faut se replonger. Effectivement, il y a énormément de semaines de formation parce qu'il y a les formations qui sont internes à la gendarmerie. En plus, moi, j'ai commencé par des formations qui étaient plutôt des formations militaires qui se déroulaient soit à l'école militaire de haute montagne, soit au CNISAG à Chamonix, qui est le pendant du SNEAS pour les CRS. Donc, c'est le centre de formation des gendarmes. Ensuite, les formations typiques liées au secours. Ensuite, on a des préparations pour pouvoir accéder au probatoire de l'aspirant guide. Toute la formation de guide de haute montagne également. Pour ceux qui sont moniteurs de ski, il y a également ces formations pour être moniteurs.
Et puis ensuite, on a des formations continues, soit d'un point de vue judiciaire, soit en secourisme. Donc du coup, c'est un peu des formations continues. On ne passe pas une année sans avoir au minimum un stage. Et toi, tu avais une spécialité ou quelque chose où tu étais bien meilleur? Non, moi j'étais polyvalent. Je suis également guide de haute montagne et du coup, toutes les activités de montagne, je pratiquais pas la spéléo, donc mis à part la spéléo, mais sinon canyoning, l'alpinisme, l'escalade. Et alors chez les pompiers, comment ça marche la formation? C'est un peu différent peut-être, vous êtes déjà très bon secouriste de votre formation de base chez les pompiers. Quelque part, ça rejoint un peu ce que disait Franck. C'est compliqué de dimensionner la réalité du temps de formation. Mais en gros, un secouriste ou un pompier qu'on flécherait pour aller vers le secours en montagne, avant qu'il soit chef d'unité, donc chef d'opération, il va se passer au moins 4 ans où on va échelonner des formations. Il y a tout son tronc commun. Hein. Il s'est monté dans une ambulance, il s'est commandé une ambulance avant de venir faire de l'hélicoptère. Un hélicoptère, c'est une ambulance qui vole en quelque sorte et qui va dans un milieu où on ne va pas accéder en Rangers par contre. Donc toute cette partie-là, en fait, ça va s'échelonner avec des stages de qualification mais qui vont valider une pratique qu'il a réellement. C'est-à-dire que régulièrement, on va lui demander une liste de courses dans différentes thématiques, que ce soit en rocher, en glace, en mixte, en ski de montagne, en canyon, en cascade de glace. Pour l'amener à des stages qualifiants, on va uniformiser les techniques. Et c'est pareil pour nos agents qui soit arrivent guides, soit vont faire le cursus de guide pendant leur formation, se rajoutera pendant cette période-là la formation qui est délivrée par l'École nationale de ski et d'alpinisme. Et est-ce qu'il y a des nouvelles techniques ou des nouveaux matériels qui ont révolutionné ou complètement transformé votre manière de travailler, sur laquelle il a fallu se former ou qui est venu vraiment chambouler les choses récemment? Alors si on veut, la plus grosse pour moi, elle n'est pas vraiment dans le secours, elle est dans la prise d'alerte. La dernière grosse évolution, c'est la technologie. C'est un collègue du Versoux, la gendarme, qui l'a développé. C'est Jean de Loc, c'est une géolocalisation des roquerans. Comme ça, vous avez directement le bon point pour aller... Exactement. Et en fait, la spécificité qu'on a en secours en montagne, c'est que les secouristes en montagne prennent aussi les alertes. On gère aussi les alertes. On a les roquerans en ligne. Et une grosse partie du travail, c'est de savoir où ils sont. Ça peut paraître simple, mais en fait, c'est pas toujours évident en montagne de savoir expliquer où on est. Et avec les téléphones portables de maintenant, on a la géolocalisation. Ça nous a permis, par un simple SMS qu'on leur envoie, eux, ils cliquent sur un lien et on reçoit leur position. Ça s'affiche sur une carte. Et on a un gain de temps et une efficacité dans l'intervention qui est vraiment importante. Et on sauve des vies. Donc sur l'évolution, moi, ce que j'ai pu voir, c'est également le passage de l'Alouette 3. Ça, c'est des hélicoptères. J'y connais rien, mais je sais que c'est un hélicoptère. C'est exactement ça, c'est un hélicoptère. Donc le passage de l'Alouette 3 à l'EC145, là actuellement, les secouristes sont encore en train de changer d'hélicoptère. Ce gros changement, c'était quoi? C'était détreuillage à 2 personnes, donc ce qui permettait d'évacuer plus de monde dans un temps plus réduit, donc de rester un peu moins longtemps dans des zones qui étaient engagées ou exposé. Un confort également et pour la victime et pour les secouristes à l'intérieur de l'habitacle de l'appareil, parce que dans une Alouette 3, il faut imaginer, c'est assez petit. Bien souvent, on était à cheval au-dessus de la victime ou alors on nous laissait dans une zone en attendant qu'on vienne nous récupérer. Donc ça, c'est un des gros changements. Après, il y a eu des gros changements par rapport aux treuils également. Des treuils qui étaient mécanisés par rapport aux treuils manuels qu'on a eu. Et puis finalement, on est revenu après sur des treuils manuels et puis d'autres choses qui permettent d'aller plus vite par rapport à ces treuils. Donc des treuils qu'on utilise au sol, qui ne sont pas les treuils d'hélicoptère. Après, il y a eu également de l'évolution dans les civières de transport. Quelles que soient les unités de secours, tout le monde recherche à faire évoluer un peu le matériel. Qu'il soit plus léger aussi, j'imagine, parce que le poids, c'est un handicap. Qu'on le porte ou que ce soit l'hélicoptère qui le porte. Qu'il soit plus léger, effectivement, plus ergonomique, qu'il soit polyvalent, parce qu'il faut imaginer que l'hiver, on est avec les skis aux pieds, il va falloir descendre avec une civière derrière soi. Il faut qu'elle soit élitreuillable. Il faut qu'elle soit confortable pour la victime, il faut qu'elle soit confortable également pour les secouristes qui vont la transporter. Ça peut être sur du sentier parce que tous les secours ne se font pas par hélicoptère. Donc les caravanes terrestres existent et quand il faut déplacer une civière, il faut qu'elle soit quand même confortable et qu'on puisse l'adapter sur le terrain. Donc ce sont des civières sur lesquelles on adapte une roue maintenant. Une civière brouette. C'est exactement ça, c'est une civière brouette. Ouais. Sur l'évolution des matériels, un produit qui est sorti, ça fait maintenant une dizaine d'années, qui s'appelle le Lézard, un système qui permet aux secouristes non plus, au moment où ils s'attachent à la paroi, et à ce moment-là, il attache également la victime et l'hélicoptère, donc tout l'ensemble est relié à la paroi. Et ce système permet justement, s'il y a un problème au niveau aérologique ou autre et que l'hélicoptère doit partir, au secouriste de rester sous l'hélicoptère et qui n'a aucune incidence ni pour le relais à la victime. Est-ce qu'on utilise les drones, par exemple, pour trouver où sont positionnées des potentielles victimes? Est-ce que ça, c'est des choses où il y a eu des évolutions aussi? Alors, c'est des choses qui sont en train de se développer. Le SDIS de la Haute-Savoie a récemment
mis en place une équipe de drones qu'on utilise de plus en plus sur les phases de localisation des secours quand on a une zone d'incertitude qui est plus ou moins large, parce que ce soit des systèmes de géolocalisation avec une triangulation du bornage d'un téléphone portable, si on a de la chance, la zone est relativement précise, mais on peut avoir des zones plus ou moins larges, et ça va nous permettre de faire de la reconnaissance, notamment avec les caméras thermiques des drones, de fiabiliser la zone à reconnaître pour engager nos secouristes vraiment là où il le faut, éviter de leur faire prendre des risques ou utiliser trop de personnel quand on n'en a pas sous la main. Alors les secouristes, mais il y a aussi les chiens avalanches notamment. Le chien, c'est une sacrée aide, hein. Alors il y a 2 types de chiens. Il y a du chien de piste. Donc, alors le chien de piste, il va faire quoi? Lui, il a besoin d'une odeur de référence. C'est-à-dire qu'il vient chez vous, vous avez disparu, on va prendre votre tête d'oreiller, on va la faire sentir au chien, mais il faut qu'on ait un point zéro, il faut qu'on sache d'où vous avez disparu, où vous avez été vu. Et de ce point-là, avec l'odeur de référence, le chien, il va suivre une piste olfactive et vous retrouver. Alors, c'est plus ou moins fiable. Puis après, on a des chiens de quête qui vont travailler comme sous l'avalanche. C'est-à-dire que lui, le chien, il cherche un être humain qui a un comportement pas normal sur la zone qu'on lui donne à chercher. Alors forcément, si vous partez avec des chiens de quête sur un territoire qui est énorme, ça va être compliqué. Il faut savoir où chercher quand même. Souvent, les 2 chiens sont complémentaires. C'est-à-dire que le chien de piste va commencer à apprendre quelque chose, il va perdre au bout d'un moment parce que les effluves sont partis, notamment s'il a plu, s'il y a eu beaucoup de passages humains autres. Et ensuite, on a réduit drastiquement la zone d'incertitude. Là, on va pouvoir y faire travailler des chiens de quête et puis finaliser la recherche. Et vous avez des chiens, vous, au SDIS Oui, de alors Haute-Savoie? nous, le SDIS de la Haute-Savoie, on a des chiens de quête qui sont à la base qualifiés pour le décombre. Sur la Haute-Savoie, la garde départementale des maîtres chiens d'avalanche qui est organisée par le préfet avec les chiens des stations sont de permanence tout l'hiver pour fournir 2 chiens par massif pour travailler sur de l'avalanche. Et puis, on a récemment formé un chien de piste pour pouvoir compléter le travail des chiens piste défense de la gendarmerie, parce que un chien, c'est compliqué à former, il n'est pas toujours disponible, et ça nous donne davantage de possibilités pour employer le bon chien au bon moment, en complémentarité avec nos collègues gendarmes. On les prend tout bébés, les chiens d'ailleurs, ou on les prend déjà formés et adultes? Je ne sais pas comment ça se passe. Les 2 sont possibles, mais globalement, les maîtres chiens, en tout cas chez les CRS, ils aiment bien les prendre chiots. Voilà, chez les éleveurs, des chiens un peu qui ont été triés un petit peu, voilà, pour les spécificités de l'avalanche avant tout, parce que en tout cas nous chez les CRS, et la formation est commune avec la gendarmerie, c'est des chiens d'avalanche qui font également de la piste, donc ils sont pris petits et puis les maîtres chiens s'en occupent de les former petit à petit. C'est un gros boulot. Finalement, ils sont mis en situation peu de fois, enfin pas tant de fois de ça, donc c'est vraiment un gros investissement pour les maîtres chiens, mais ça peut sauver des vies, ça marche. Alors c'est pas une science exacte, mais quand ça marche, c'est bien. Alors je crois qu'il y a une compétence qui est exercée par la police et la gendarmerie, mais que les pompiers n'exercent pas, c'est la fonction de police judiciaire finalement, de constater un certain nombre d'infractions ou d'établir des procès-verbaux. Ça, c'est seulement la police et la gendarmerie, je ne me trompe pas? Il y a une 3e casquette sur le secours, c'est effectivement l'enquête. Donc en fonction s'il y a un professionnel ou un tiers en cause, donc que ça soit le gendarme ou le policier, va faire des constatations et va faire un procès-verbal ou un rapport de police, d'enquête par rapport à ces accidents. Donc il faut aussi être fort en police judiciaire. Il faut être compétent en police judiciaire. Oui. On a rarement des criminels en montagne, hein. Souvent en fait c'est sur les accidents mortels où on apporte surtout l'expertise en termes d'analyse pour savoir ce qui s'est passé. Expliquer à la famille ce qui s'est passé, l'enchaînement des faits. Et savoir si on est dans le cadre d'un accident ou potentiellement d'un crime, ce qui est quand même assez rare, mais voilà, on a quand même cet œil expert. Et avec toutes les compétences qu'on a sur le milieu montagne, on est capable d'amener ça. On va dire que les enquêtes les plus importantes, c'est après quand il y a des professionnels qui sont mis en cause, entre guillemets, mis en cause ou pas, mais qui sont en tout cas, quand il y a un accident avec un professionnel responsable du groupe, un guide de haute montagne, un moniteur de ski, un brevet d'état de spéléologie ou autre, et là, l'enquête elle va permettre de déterminer les responsabilités de chacun. Et donc pour que la justice se fasse. Voilà, exactement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, l'un ou l'autre d'ailleurs, de lutter contre des atteintes à l'environnement, je ne sais pas, du vol de plantations sauvages, de génépies, du braconnage de chamois, j'en sais rien. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver en montagne? Oui, ça peut arriver. C'est pas très souvent. Il peut y avoir des infractions avec les cristalliers en montagne. Il peut y avoir des infractions effectivement. Les cristalliers, c'est les pierres précieuses. C'est ça, c'est des cristaux de roche qu'on trouve en montagne. Donc tout est réglementé de toute façon, comme le génépi ou dans un parc national. Et effectivement, on pourrait arriver en collaboration à aller intervenir sur ce genre de mission. Pour ma part, non, je ne suis jamais intervenu dans le genre de... Non.
Non, également, non, désolé. C'est qu'il y a mieux à faire et c'est tant mieux. Alors justement, est-ce que chacun d'entre vous, vous auriez un moment fort dans votre carrière qui vous a le plus marqué, un moment que vous avez en tête, soit parce que ça vous a touché, soit parce que vous vous êtes senti particulièrement utile, parce que ce que vous avez fait, peu de personnes auraient peut-être pu le faire, que vous voudriez partager avec nous. C'est même pas une anecdote, c'est plus que ça, une histoire qui vous prend aux tripes quand vous repensez à ce que vous avez fait. J'ai un secours qui m'a marqué, qui peut un beau secours parce qu'il s'est bien fini également, mais assez particulier dans le sens où on a une alerte très brève. En fait, c'est des alpinistes qui ont envoyé un SMS à leur femme en disant il y a une cordée en détresse sur tel sommet. C'était pas eux qui étaient concernés en fait. Donc nous, la seule alerte qu'on a eue, c'est cordée en détresse, en l'occurrence à la tour choisie. Et donc on est parti vraiment sans savoir sur quoi on se dirigeait. Avec très peu d'informations finalement. Exactement, très succinct. En fait, arrivé sur place, on a repéré rapidement dans cette phase effectivement une victime qui pendait au bout d'une corde. Et en fait, on s'est rapproché de la paroi et là, le pilote m'a dit « mais regarde son baudrier ». Et en fait, la personne donc pendait par les pieds, plus ou moins par les pieds, avec le baudrier qui était au niveau de ses genoux, donc qui est normalement aux hanches. Hein. Là, il était tête en bas, le baudrier avait glissé. Était en train de Il était en train de glisser dans son baudrier. Personne. Il avait fait une très grosse chute d'une quinzaine de mètres. Et il était la tête en bas avec le baudrier qui était au niveau des genoux, donc prêt à filer. On a pu se faire litrouiller à côté, le sécuriser, le ramener. Il était avec de nombreuses fractures, polytraumatisé, mais vivant. Et on l'a ramené et on a eu derrière des lettres et tout. Il était en relativement bonne santé avec quelques séquelles, mais voilà, c'était une belle histoire. On a vraiment l'impression d'être utile sur ce genre de secours et d'avoir sauvé la personne. Il vous doit la vie. Voilà. C'est une belle histoire, effectivement. Alors Franck, toi, je sais pas si tu as une histoire qui te revient en tête. Des histoires, on en a beaucoup parce qu'à la longue, on fait quand même pas mal de secours. Après, effectivement, moi j'ai un secours qui s'est bien terminé. Et, c'était une personne qui avait fait une chute dans une crevasse en Vallée Blanche. On était déjà en milieu de journée au moment où on a eu l'alerte. L'hélicoptère ne pouvait pas voler, donc il faisait pas très beau, il commençait à neiger. Donc une première équipe se prépare, 4 personnes, montent par le téléphérique au sommet de l'Aiguille du Midi, commencent à faire la Vallée Blanche classique, parce que dans les informations qu'on avait eues au moment de l'alerte, donc c'est le mari qui donne le secours avec son téléphone portable. D'une main, de l'autre main, il tenait son épouse qui était dans la crevasse. Était posée sur un petit pont de neige. Quand il passe l'alerte, il nous dit voilà, ma femme vient de tomber dans une crevasse, on est en Vallée Blanche, je la tiens par la main. Le planton qui est un secouriste, c'est comme on fonctionne comme les CRS, donc lui pose la question, il dit mais vous êtes passé par où? On est sur la Vallée Blanche. Mais bon, la Vallée Blanche c'est classique, le grand envers, petit envers. Il dit vous êtes passé sous des câbles? Oui, on est passé sous des câbles. Donc au même moment qu'il parlait à son épouse, Germaine, on est passé sous des câbles. Et puis là, on entendait, non, on n'est pas passé sous les câbles. Donc non, on n'est pas passé sous des câbles. Ok. Par rapport au rognon, vous êtes passé à droite ou à gauche? On n'a pas vu le rognon. On est passé à droite. Germaine, on est passé à droite ou à gauche? À gauche. Donc rapidement, on comprend que la personne ne sait pas du tout où il est. Donc cette première équipe qui monte avec le téléphérique de l'Aiguille du Midi fait la voie classique de la Vallée Blanche, arrive au niveau du train du Mont-en-Vert et puis nous appelle, dit j'ai vu personne. Donc là, on monte un peu en puissance. Plusieurs équipes se préparent et on se répartit donc ce grand secteur qu'est la Vallée Blanche, qui est très grand. Et puis avec des sifflets, le planton demande donc à l'appelant de garder le téléphone et de le prévenir quand il entendrait des sifflets. Donc on appelait, on descendait, on remontait, etc. Et puis on s'est dit ça sert à rien, il n'y a pas de blessés. Donc la civière, on l'avait laissée au niveau de la gare d'arrivée de l'Aiguille du Midi. Et puis à un moment donné, avec cette histoire de sifflet, on arrive à faire la jonction avec le mari qui était effectivement au-dessus du pont de la Lèvre, qui tenait son épouse qui avait passé un premier pont de neige mais qui était sur le deuxième pont de neige. Donc on réussit à la sortir et on s'engage dans la descente. Sauf que quelques centaines de mètres plus bas, le mari se tord le genou, se fait une entorse. Et puis là, il faisait nuit, il neigeait, et puis là on se dit la civière elle est en haut à l'Aiguille du Midi. On fait un traîneau de fortune avec les skis de la personne. Moi je me mets devant, donc je tire le fameux traîneau. Et puis quand on arrive sur la courbe de niveau pour traverser au niveau du refuge du requin, je me dis punaise, ça avance quand même pas bien vite cette histoire. Je me retourne, je vois les 2 semelles des skis et ma personne qui était à l'envers de la neige, donc j'étais en train de tirer. Tout de suite, j'appelle mes camarades pour leur mettre dans le bon axe. Là, on arrive, donc je dis, il faut peut-être crier quand ça se produit, parce qu'on n'entendait pas grand-chose. Bon, bref, il faisait nuit. On arrive au refuge donc du requin. À ce moment-là,
il neigeait de plus belle. Le genou, il n'y avait rien de très grave. Et puis on dit aux personnes, écoutez, demain on verra la météo qui fera. Mais en tout cas, on va passer la nuit au refuge. Et puis demain, s'il y a une trouée, l'hélicoptère viendra. Sinon, il faudra attendre qu'il fasse meilleur. Et donc l'épouse nous dit, mais moi j'ai un rendez-vous très urgent en station demain matin, à quelle heure est le téléphérique? On lui dit, mais il n'y a pas de téléphérique, là il faut quand même qu'il n'y a pas d'autre moyen que l'hélicoptère pour venir vous récupérer. Donc on a passé une première nuit au refuge, le lendemain on a déneigé la terrasse en espérant qu'il y ait une trouée, il ne se passait toujours rien. Donc avec le gardien du refuge, on prépare le repas du midi, on mange. Et puis en milieu d'après-midi, on a une petite trouée qui a permis de venir récupérer le couple. Et après, nous, on est redescendu par la Quand ça veut pas, mais l'histoire se termine bien. Exactement, ouais. Mais c'était assez drôle, quoi. Ouais, c'était surtout Et toi, Alexandre? Moi, je parlerai, je dirais que oui, il y a des secours qui m'ont marqué, mais j'en soulignerai un. Souvent, les secours les plus techniques, c'est ceux qui se font quand l'hélicoptère vole pas au final. Et moi, je me souviens d'un secours au col du Pertuis, dans les Aravis, où on part dans cette intersaison où on ne sait pas si on a les skis, pas les skis, il y a de la neige en haut, en bas faut marcher, etc. Et puis c'est plein brouillard, bien sûr. C'est un racketteur qui s'est luxé la prothèse de hanche, qui est coincé avec son groupe, qui commence à être hypotherme, avoir des troubles de la vigilance. Et du coup, on fait deux stratégies avec nos collègues. On dit la deuxième équipe, ils vont partir avec le quad. Et puis ils vont essayer de trouver un accès. Et nous, on monte vite à la victime avec un brancard et le médecin. Donc on est deux secouristes à monter comme ça. On arrive quand même à faire jonction avec la personne. Donc on a mis les skis. Pour finir, on est parti à pied. On a mis les skis. On arrive jusqu'à vers eux. Et là, à trois, pour souligner l'interservice, un médecin, un gendarme, un pompier, on bricole, on fait du padding. Alors c'est le calage dans le brancard avec tout ce qu'on trouve parce que le patient, il a quand même hyper mal. Il ne faut pas qu'on le mobilise trop. Le médecin ne veut pas trop le sédater parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir l'extraire parce qu'il faut encore le redescendre. Il fait toujours mauvais. Donc on le cale avec tout ce qu'on trouve dans les sacs des gens en raquettes, des boîtes de cornflakes, etc. pour l'immobiliser au mieux avec le peu de matériel qu'on a. Et puis on attaque la descente en se disant, si on a un créneau hélicoptère, il faut qu'on perde 0 secondes. Donc, on part avec la perche montée en configuration de brancard classique et on la tire à l'envers, ce qui fait que ça se remplit de neige, donc sans arrêt on déneige, on coupe des couloirs en neige, le médecin on le fait tracer devant, et puis nous, des deux secouristes, on descend la perche jusqu'à arriver sur le chemin et pour finir une éclaircie miraculeuse et l'hélicoptère qui n'arrivait pas à monter d'Annecy qui paraît bloqué et c'est Chamonix qui arrive à passer et qui vient nous treuiller la victime et la sortir avec une issue heureuse. Et oui, là je pense que d'être pugnace et puis d'être capable de s'entendre avec des gens d'horizons différents, ça fait la différence. Là, vous nous avez raconté trois magnifiques histoires qui se terminent bien, mais je pense qu'il faut aussi avoir une pensée à tous nos secouristes qui sont morts en montagne, que ce soit chez les CRS, chez les sapeurs-pompiers, chez les gendarmes. On a une pensée pour eux, pour leurs familles, pour leurs collègues qui restent et qui assurent aujourd'hui la suite. Si vous aviez un dernier petit mot à dire à ceux qui auraient envie de vous rejoindre dans chacune de vos forces, est-ce que vous auriez pour eux un conseil lecture ou des conseils tout court? Moi, je suis en train de lire ce magnifique livre de Jean-Christophe Ruffin sur les parcours en montagne. Est-ce qu'il y a des livres comme ça ou des films que vous conseilleriez à ceux qui ont envie de s'engager dans ces métiers? Ou alors quelques conseils pour se préparer? Le premier conseil, c'est déjà d'aimer la montagne et puis de pratiquer la montagne sous toutes ses formes. Bien souvent, on parle même pas de métier, on parle plutôt de passion, mais ça reste malgré tout un métier parce qu'on est payé pour faire ça. Et puis après, les films, j'en vois pas trop. Après, des livres, j'ai un collègue qui a écrit un livre il y a pas très longtemps qui s'appelle Éric Mesnier, qui s'appelle Secours en montagne. Il relate 10 secours qui étaient importants pour lui. Donc voilà, ce serait le livre que je pourrais citer. C'est pris. Pour ma part, ça serait surtout de pas hésiter à tenter l'aventure, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est inaccessible. Mais vous recrutez chaque année chez les CRS Montagne. Voilà, exactement, on recrute et on n'a pas forcément beaucoup de candidats. Et en fait, les gens, s'ils aiment la montagne, ils aiment pratiquer les activités de montagne, ça reste, il n'y a pas de surhomme, ça reste accessible. Il faut venir vous voir. Comment faut faire si on veut des informations ou si on veut connaître le meilleur parcours. Il ne faut pas hésiter à se présenter là où il y a des secouristes, en fait. Aller sur les bases hélicoptères. Donc Grenoble, par exemple, à Grenoble. Ici, l'Alpe d'Huez, j'ai cru comprendre. Oui, sur l'altiport de l'Alpe d'Huez, sur l'aérodrome du Versou pour ce qui est aux alentours de Grenoble. Mais il faut aller voir les secouristes, discuter avec eux, se faire une idée. Et ils seront conseillés sur le meilleur parcours parce qu'on a plein de profils différents. On a des jeunes qui viennent directement là. On a des ingénieurs qui arrêtent. On a un ancien trader à Chamonix
qui a fini au centre de formation. Enfin voilà, on a plein de gens qui se reconvertissent et il faut croire, si c'est un rêve, une envie, une passion, il ne faut pas hésiter. Si on est un amoureux de la montagne. Et j'en connais pas beaucoup qui regrettent d'être venus. Ouais. Et alors chez les pompiers, Chez les pompiers, je dirais un peu la même chose, en sachant que les pompiers, contrairement à la gendarmerie et la police, c'est pas un corps d'État. On est départementaux et chaque département fonctionne à sa manière. Donc c'est pareil, en fonction du lieu où est le postulant, il faut qu'il se rapproche des unités de secours en montagne, je crois, et qui pratiquent bien évidemment la montagne. Et puis s'il rencontre des pompiers, comme en Haute-Savoie ou dans d'autres départements, la Corse, etc., on pourra lui expliquer comment transformer cette envie en réalité. Comme le disait mon collègue, c'est pas insurmontable. Mais il faut vouloir, il faut avoir l'envie et il faut vouloir porter secours. Et puis pour un livre, moi le livre un petit conseil de lecture, les vacances approchent. Un petit conseil de lecture, un très beau livre qui parle du PGHM de Chamonix, que j'ai lu, et puis moi qui m'a fait rêver parce que les gens qui étaient dans le livre, je les rencontrais dans mes premières permanences héliportées à Chamonix ou à Annecy. C'est Chronique d'un été d'Anne Sauvy. Et en plus, quand on fait réellement de la montagne, quand le secours est raconté, on sait réellement où ça se passe et c'est vraiment, ça en met plein les yeux. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci au CRS Montagne de nous avoir accueillis, de nous avoir même fait venir un hélicoptère qu'on a pu voir. C'est bien organisé. Voilà, c'est très bien organisé. J'espère en tout cas pour tous ceux qui nous ont écoutés que vous en savez aujourd'hui un petit peu plus sur le secours en montagne que quand vous les verrez, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers secouristes en montagne, vous les verrez un petit peu différemment parce que vous en saurez un petit peu plus sur cette fantastique passion et ce métier qu'ils exercent pour nous porter secours et pour nous protéger. En tout cas, merci à tous les trois et à nos auditeurs. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.